J'aimerais entendre Christophe Rulz. Donc vous travaillez avec le GDRA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a débuté par un premier cycle qui était constitué autour de la personne, hein, avec singularité ordinaire. Là, vous travaillez sur un nouveau cycle qui s'appelle La guerre des natures. Et vous préparez la création du spectacle Selve, qui est une expérience participative avec une jeune femme amérindienne qui est en Amazonie. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui vous a amené sur ce qui vous a réuni entre Julien Cassier, qui je salue dans la salle, qui est donc circassien, un anthropologue. On se dit tiens, a priori, c'est une drôle de rencontre sur un plateau. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à ce désir de travailler ensemble, et puis le processus que vous êtes en train de mener aujourd'hui en Amazonie? Alors depuis le début, Julien et moi, nous cherchons à parler de nos proximités. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est notre proche, voire notre intériorité. Et donc on a un rapport assez autobiographique au travail. On part avant tout de là. Donc avant de parler de l'émancipation des autres, on parle d'abord de la nôtre. Comment résilier nos propres failles, comment s'émanciper, comment prendre du plaisir à ce que l'on fait. Moi je viens d'un milieu paysan dans l'Aveyron. Quand je commençais à m'intéresser au théâtre il y a à peu près 10-12 ans, je n'entendais pas beaucoup d'Occitans sur les plateaux des scènes nationales, très peu de Basques, très peu de Bretons. Je ne voyais pas beaucoup de paysans sur les plateaux, donc c'était des choses qui me questionnaient. Je les voyais souvent dans des documentaires assez réalistes, naturalistes, très proches d'un savoir-faire plutôt agricole, mais je n'entendais pas parler, par exemple, de l'ontologie quasi animiste de certains paysans chez nous, dans le sud-ouest de la France, d'un rapport très particulier au paysage, d'un rapport très particulier à la danse, d'une langue qui dit le monde quand même différemment. Toutes nos langues sont belles et singulières et je pense disent le monde de façon tout à fait différente, avec de véritables divergences. Et nous avions envie, Julien et moi, de pouvoir s'intéresser à ces divergences, en fait, à ces singularités, et de pouvoir faire peut-être même du dissensus dans l'espace du récit. Parce qu'au début, ce n'était pas tellement le théâtre qui nous intéressait, c'était plutôt faire un récit. Moi, en effet, j'écrivais plutôt de l'anthropologie, je faisais de la musique. Julien avait une approche, lui, très physique du récit, par le corps. Comment faire un récit? C'est ça qui nous intéresse. Et après que le récit ait lieu dans un appartement, sur le plateau d'un centre dramatique, dans le hall d'un grand festival de théâtre, ou sous le marché couvert d'une petite ville du Périgord, ou à l'extérieur, dans la rue, comment on fait le cercle, quels sont les enjeux comment composer un public autour d'un récit à faire, c'est bien ça qui nous a animés au début. Et puis aussi une recherche sur nos ascendances, en fait. On cherche notre famille, hein. Donc quand on part à Cape Town, dans les townships Xhosa d'Afrique du Sud, et qu'on y reste 3 semaines, en fait, on cherche notre famille. Moi, je cherche ma famille. Je cherche mon grand-père. Je cherche cette langue. Je l'ai vu disparaître sous mes yeux. Pourquoi des langues disparaissent? Pourquoi d'autres se transforment? Il y a tout un tas de questions comme ça anthropologiques qui nous animent. Pourquoi plus personne ne joue de la cabrette, cette cornemuse, qui est pourtant tout aussi intéressante que n'importe quel autre instrument. Donc on cherche notre famille, et oui, on s'intéresse nous aussi, et je vois qu'il y a beaucoup de points communs, à la question du populaire, en partant toujours du principe que le populaire est puissant, que le populaire est fort, que les choses, que les choses parlent d'elles-mêmes, que les personnes ont des choses à dire. Ça a été dit aussi ce matin. Donc il n'y a pas d'appréhension misérabiliste sur le terrain. Où qu'on aille, on va à Madagascar, à Tananarive, 157e PIB mondial. On sait qu'on va voir des enfants peut-être mourir dans la rue. On nous a avertis. Mais même là, on essaie d'avoir une approche non misérabiliste, de pouvoir se mettre à l'écoute de personnes. Du coup, ça c'est vraiment aussi très important pour nous. Nous avons une approche personnaliste du terrain. Ça vient de quoi? J'en sais rien, à vrai dire. Moi, je l'ai nourri de beaucoup de lectures anthropologiques, mais je crois que ça vient aussi de nos origines populaires. Très difficile pour nous de penser des catégories ou de participation politique qui vont au-delà de la personne. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, bon, ben, c'est une personne. Je ne cherche pas à savoir avant tout, même si après j'ai mes petits tics de sociologue et d'anthropologue, je fais mes catégories, je fais mes hypothèses, je me trompe. Souvent sur mes hypothèses, je me trompe, mais on a l'ambition de laisser pleinement respirer les personnes. Actuellement, tu le disais, on invite une jeune femme amérindienne sur un plateau.
Donc c'est une Wayana, donc ça veut dire là aussi, en fait, son oncle nous dit, mais nous on est des métis, puisqu'on est à la fois Upului, Okomeyana, Okmayana. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est des métis, nous les Amazoniens, arrêtez de nous voir comme de bons Indiens, écologistes, autochtones, tous contre la montagne d'or en Guyane, c'est plus compliqué que ça. On invite cette jeune femme qui, et on la met en situation, alors chez nous il n'y a pas de sus aux acteurs, nous on conserve ça, on s'intéresse, je m'intéresse à ces gens qui pratiquent et qui s'entraînent sur l'adresse, comment on parle, comment on raconte. C'est toujours cet art du récit qui m'intéresse. Donc on aime beaucoup créer des dispositifs scéniques, des communautés scéniques un peu improbables où on va avoir, je prends cet exemple concret, une jeune femme de 22 ans amérindienne, mais qui veut devenir une Palacici, elle nous le dit, hein, c'est-à-dire une blanche, et qui a envie de consommer, elle le dit. Moi j'ai envie de participer, j'ai envie de consommer, j'ai envie d'avoir l'électricité en fait. Et on invite à côté une comédienne qui a eu une formation au TNB, qui a travaillé avec Claude Régis et qui parle plutôt de l'intériorité de l'acteur, qui se pose beaucoup de questions quant à l'adresse, et je les mets en situation de co-réalisation. Et on regarde ce qui se passe. Et donc j'ai affaire à une comédienne qui voulait devenir indienne, parce qu'elle avait lu David Kopenawa, c'est un Yanomami qui prend beaucoup la parole sur des questions d'écologie de nos jours, et une amérindienne qui veut devenir blanche en fait. Et je regarde un peu comment ça se passe, et dans cette situation conflictuelle en fait, il y a eu des conflits de discussion. Ah, mais si tu fais pas du cinéma, en fait, tu m'intéresses pas. Hein, ça c'est notre jeune femme, Sylvana, qui dit ça à Bénédicte. Et Bénédicte, sous-entendu, si dans ta famille il n'y a plus vraiment un grand amour de la cosmogonie amérindienne, je ne sais pas si tu m'intéresses vraiment. Hein. Donc on cherche quand même à créer un intérêt mutuel, et dans ce dissensus, à trouver une façon de faire un récit ensemble. Voilà un peu comment on en est arrivé à ces arts dits participatifs, sur toute cette terminologie passionnante, habitant, territoire, participation. Quand on a commencé, il y a à peu près 10-12 ans, on ne savait pas du tout nous, ce qu'on faisait. Voilà. Nous, on faisait du rock, du bruit, du son, lui du trampoline, de l'anthropologie. C'était très pluridisciplinaire, et puis au fur et à mesure, on nous a dit « Ah, vous faites du théâtre documentaire, vous faites du théâtre anthropologique, ah, c'est très participatif ». À tel point que maintenant, Joëlle Zask, qui a été citée ce matin, est la présidente du GDRA, de la compagnie. On échange beaucoup avec des philosophes sur ces questions-là. Moi, c'est des questions, une nomenclature, une terminologie que je trouve passionnante et je pense nécessaire. Après, je me pose parfois la question, on nous passe des commandes aussi. À côté de nos écritures très endogènes, endémiques, qui viennent de nous, de notre biographie, et qui sont le miroir de relations que l'on essaie de tisser un peu alentour de nous, on nous passe des commandes. Et là, comme l'artiste ce matin dans le témoignage des nouveaux commanditaires, on ne dit pas tout le temps oui en fait. Parce que des fois on voit ce logiciel, on le voit gros, arriver de très loin. Territoire, participants, habitants, on va faire une œuvre en commun, on sera ensemble, on sera tous ensemble. Et souvent avec des élus derrière, oui, qui veulent un gros cataplasme idéologique et politique sur une situation sociologique conflictuelle. Et là, souvent, on refuse. Ou alors qui, parce que c'est du participatif, en effet, attribue un budget d'action culturelle, qui serait toujours le petit A, à une œuvre d'art qu'on voudrait toujours avec un grand A. Donc il nous arrive parfois aussi de refuser et de mettre en question ce lexique, qu'on utilise par ailleurs. Mais voilà, c'est des questions aussi qui font, je pense, nos singularités et qui nous animent. Habitant, nous, on ne l'utilise pas beaucoup. Je vois qu'ici, il est utilisé, moi j'en reste à personne, parce que les gens habitent, mais on ne sait pas trop, passent. Il y en a qui passent. Alors, on nous avait commandé une œuvre à Marseille pour la capitale européenne de la culture avec 12 habitants. Je disais 12 habitants, c'est quoi un habitant? Déjà, on va commencer par se poser la question. Est-ce que la personne qui est arrivée avant-hier habite vraiment? Est-ce que la personne qui est sans adresse, mais qui habite dans un camp Rome à Arles, est habitante, sachant qu'elle est nomade, qu'elle va souvent en Savoie en aller-retour? Voilà un peu, nous, comment on approche cette question de la participation toujours au plus près de la personne, avec des entretiens biographiques qui doivent, ça fait partie du protocole, durer au moins 2 heures. Si on n'a pas 2 heures de récit, voilà. Et des fois, on arrive à 4 heures. Et au bout de 4 heures, Claude Bernoux, je me rappelle d'elle, nous dit « Ah, ben là, je suis un peu fatigué, reprenons demain. » Et on fait 2 jours, 3 jours d'entretien. Et là, moi, je ne lésine pas, j'y vais vraiment dans la biographie, au cœur de la biographie, avec une méthodologie très ethno,
ethnographie, et on commence vraiment par l'ascendance jusqu'au temps présent. Et des fois, il y a des personnes qui déroulent comme ça pendant 8 heures. Et c'est dans ces matériaux qu'on va ensuite, à partir de cette littérature orale, qu'on va ensuite coécrire un texte de théâtre avec la personne. Ça veut dire que la personne devient indispensable à la pièce. Elle est indispensable. Et ça, puisque Zask, on la cite beaucoup, Joël dit, la participation, elle existe à partir du moment où il n'y a plus figuration. Hein, c'est pas figurer, c'est participer pleinement, c'est se rendre indispensable à la chose à faire. Hein, c'est ça, ce fameux don contre don dont elle parle, prendre part. La personne devient indispensable. Donc oui, la question de la rémunération se pose. Donc oui, il faut payer la personne. Surtout à partir du moment où elle s'entraîne sur le plateau exactement comme un professionnel. Elle a un entraînement, elle a une pratique, alors on paye. Point à la ligne, ça c'est clair, parce que c'est des questions qui se posent aussi souvent. Tout dépend des dispositifs, est-ce qu'on paye, est-ce qu'on ne paye pas, est-ce qu'il faut payer, et c'est jamais pareil.